on va parler de votre expérience, de vos expériences, à chacun d'entre vous. On va peut-être commencer par Mathieu Pinel. Alors, Mathieu, vous vouliez nous présenter une vidéo qu'on ne peut pas présenter, mais vous allez nous la raconter, qui raconte votre vie et vos activités d'artiste, c'est bien cela? Alors, c'est pas vraiment exactement ça. Bon. Ça raconte un peu tout ce qui peut se passer dans ma tête lorsque je suis isolé et que je suis un peu face à moi-même. Et c'est un peu une sorte de calibrage, en fait, sur un point de repère dans ma vie, comme j'ai essayé d'en mettre plein en forme pour mieux me repérer après mon incident de parcours, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est-à-dire que ce repérage ou ce repère, pardon pour le vocabulaire, quel est-il pour vous et qu'est-ce qu'il vous apporte à vous, ça j'en suis convaincu, mais aux autres aussi? Ben alors en fait, moi je me suis retrouvé complètement perché après avoir consommé des acides, des toxiques à l'âge de 17 ans. Et donc en fait c'est un peu comme ce que je dis d'habitude, c'est un peu comme un gros ouragan qui passe dans votre vie et qui efface toute trace de toutes vos certitudes, en fait, tout ce qui vous a été apporté par l'éducation de vos parents, de l'école et compagnie. Et c'est un gros cataclysme et ça remet tout en question et vous vous retrouvez là au milieu de tout ce qui se passe sans savoir vraiment ce qui s'est passé, quoi, en fait. Et donc il faut retrouver des repères, retrouver des principes, des valeurs. Et c'est un gros travail de fond qu'il a fallu que j'entreprenne un peu tout seul, et puis avec l'aide de psychologues, de psychiatres, d'amis que j'ai rencontrés de rencontres sur mon chemin. Et c'est toute une reconstruction qu'il faut faire pour retrouver un niveau de vie et d'autonomie et d'indépendance qui font qu'on puisse avancer tout seul au quotidien, quoi, en fait. Donc un réapprentissage, une réappropriation, c'est ce que vous nous dites? Oui, de soi-même, oui, parce Ouais. que vraiment, on se retrouve comme une feuille blanche, quoi, en fait, comme toute la bibliothèque, elle a disparu, quoi, en fait, quoi. Et il faut refaire tout ça. Bon, voilà. Mais est-ce que ça veut dire qu'on repart de rien ou il y a quand même Non, alors, en fait, c'est les liens qu'il faut recréer, quoi, en fait. Il y a quand même quelque chose qui est là, qui est présent, mais il faut remettre en ordre, quoi, en fait. Et Voilà. puis comprendre ce qui s'est passé dans la tête, ce qui est quand même un parcours qui est long et difficile, parce que prendre du recul sur soi-même et sur son état psychologique, c'est genre le cerveau dans le cerveau, quoi, en fait, Oui, quoi. oui. Observer son fonctionnement et prendre de la distance par rapport à soi-même, c'est pas toujours facile, quoi. Donc c'est en fait comme un puzzle et vous remettez les choses dans l'ordre. Exactement, ouais. Et- On essaye de recoller les morceaux avec les fissures, les fêlures. Et on y arrive vraiment bien, recoller les morceaux, ou il y a Ben, des moments où il manque toujours une pièce? Écoutez, je crois qu'à un moment donné, il manque toujours un peu quelque chose, quelque part, quoi. Mais bon, c'est un peu comment dirais-je, c'est un peu comme... Il y a une phrase que j'aime bien, c'est « Heureux les fous parce qu'ils sont fêlés, ils laissent passer la lumière », quoi, en fait. J'aime bien cette phrase. Mais il manque toujours un petit peu quelque chose, mais il faut l'assumer, il faut vivre avec au quotidien, il ne faut pas vivre ça comme une tare, où il faut en jouer avec, s'amuser, rigoler, et le prendre du bon côté, quoi, je dirais. Bien sûr, bien sûr. Et puis le partager, puisque Ouais. c'est utile à tous, bien évidemment. C'est ce qu'on voyait aussi au cours de la première table ronde. Alors je me tourne vers Emmanuel Jouet. Donc vous avez mis en place un programme de formation. Alors vous travaillez avec mon interlocuteur d'hier, Tim Grayson, c'est ça? Oui, c'est ça. À l'hôpital de la Maison Blanche. Et d'ailleurs, on a beaucoup apprécié son originalité et sa façon extrêmement concrète et agréable de parler de choses qui ne sont pas forcément toujours très drôles. Donc, Emmanuel,
dites-nous en quoi consiste ce programme et puis qu'est-ce que vous apportez, quel est votre regard par rapport alors, à la maladie ou handicap, à la sensibilité différente. On ne va pas se perdre dans le vocabulaire, mais vous voyez tout à fait où je veux en venir. Alors, juste pour me présenter, moi je suis chercheur en éducation et puis dans le champ de la santé mentale. Et en fait, j'ai 2 questions à poser aux personnes présentes autour de la table ronde et puis aussi qui m'écoutent. La première, c'est est-ce qu'on est d'accord, est-ce que vous êtes d'accord qu'un jour vous avez été malade ? Ah oui, complètement. Oui. 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 Donc, et la seconde question que je pose, c'est qu'est-ce que vous en avez appris ? Plein de choses, je pense, sur nous-mêmes déjà, sur notre parcours professionnel ou même d'enfance, parce que moi, ça m'est arrivé à 16 ans, donc brutalement malade, et après un rebond dans mes études, après beaucoup d'études, une vie recommencée à nouveau, et des rechutes. Par contre, après les rechutes, il y a toujours un rebond. Je pense qu'il y a toujours autre chose après. Je pense que c'est important de dire qu'après la maladie, il y a aussi un espoir. En fait, voilà ce que je fais, moi, à la fois au sein de l'établissement où on travaille et puis avec d'autres partenaires au niveau avec les personnes, comme des personnes qui ont des maladies, mais qui vivent avec la maladie ou une maladie chronique. C'est ça, c'est de se poser cette question, de se demander... qu'est-ce que en fait, cet épisode qui peut être un épisode douloureux, de souffrance, est vu de façon comme des symptômes, des choses où on est exclu, où on est tout seul. En fait, quelles compétences ça peut nous apporter, quel savoir. Mathieu parle de la maladie, ça efface toute l'éducation des parents, ça efface toute l'éducation qu'on a appris à l'école, mais ça apprend aussi. Et c'est exactement ce que tu as dit là. Et en fait, moi, j'essaie de mettre en place des formations à partir de vos compétences à vous, dans la trajectoire de ces expériences. Et on appelle ça le savoir expérientiel. Et il y a vraiment toute une richesse là qui est utile à la fois pour soi dans son processus de rétablissement, mais aussi pour les autres, et aussi pour les médecins qui ont aussi besoin de savoir c'est quoi vos savoirs, et que ce soit en complément des savoirs biomédicaux, des savoirs classiques, académiques. Ce que Mathieu disait, en fait, on remet dans l'ordre. Mais quand il parle de pages blanches, c'était peut-être un peu exagéré. On reprend, on sait toujours lire, écrire, etc. Donc à partir de là, il faut qu'on reconstruise une histoire, parce qu'effectivement, je parle sous votre contrôle, mais le cerveau n'aime pas le vide en règle générale. Hein. Il aime bien se raconter une histoire, et autant se la rendre la plus agréable possible. Et si je peux Je vous en prie, permettre, bien sûr. ce que disait Mathieu à propos de ce cerveau qui nous observe, etc., c'est ce qu'on appelle les compétences de métacommunication, de réflexivité. Et on a tout ça en nous, qu'on soit malade, pas malade, on a toute la capacité de réfléchir sur soi, de regarder ce qu'on a vu, etc. Et ce qui est important, c'est que l'environnement autour de soi, que ce soit la famille, les proches, le système de santé, favorise cette réflexivité, parce que c'est par là qu'on va apprendre sur soi et sur le monde, en fait. Et essayer d'avoir une vie qui nous plaît à nous. Bien sûr. Jean-Michel Verne. C'est moi. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc, dans ce que je suis en train de repérer les visages. Donc, Jean-Michel, vous êtes le président de GEM ? Oui, président du GEM du Chênay, donc dans les Yvelines. GEM, c'est joli déjà comme nom. Donc, Oui. Qu'est-ce qu'on y fait au GEM ? En quoi c'est utile pour vivre la vie, la reconstruire Alors, je vous en prie. voilà, au GEM, donc concrètement, dans les GEM, c'est un lieu de rencontre, un lieu un peu social aussi, parce qu'on retrouve une vie sociale. Et aussi, on évite la solitude, c'est-à-dire qu'on arrive dans un lieu où on peut rencontrer des gens, discuter autour d'un café, ou une activité, si on propose une activité, partir par exemple faire du sport ou aller voir un spectacle de théâtre. Donc vraiment rompre la solitude et aussi éviter justement de trop parler de sa maladie. Moi je pense que quand je suis au GEM, je mets tous mes problèmes de côté et à la porte. Et moi, je trouve ça important parce que c'est pas un lieu de médicalisé, en fait. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmier. Donc, il y a une animatrice qui est là pour, en fait, animer le GEM. Et il y a des membres du bureau, donc, qui sont élus par les adhérents, en fait. Donc, moi, j'ai été élu par les adhérents comme président de l'association du GEM, en fait. Donc, ça, c'est... Le GEM, en fait, c'est
structure qui a été établie grâce à une loi de 2005. Donc je ne sais pas exactement comment, mais je sais qu'en tout cas c'était établi et donc ça existe dans toute la France. Il y a des GEM partout. Et là, moi, je fais partie du GEM parrainé par le Wofalray en fait. Donc il y en a 8 en Île-de-France. Donc, dont le Chênay, voilà, donc dans les Yvelines. Et donc, je pense que c'est un lieu justement où on peut se retrouver et partager des expériences. Et moi, ça m'a apporté beaucoup, et ça m'a apporté de la confiance en moi. Surtout que moi, j'étais renfermé un petit peu, même beaucoup, même pas mal renfermé. Et aussi, ça m'a permis aussi de partager mon expérience parce que je fais du théâtre amateur. Donc dans une troupe qui a été créée par l'hôpital Charcot en 97 en fait. Et cette troupe-là se produit tous les ans donc avec un spectacle. Et donc moi, mon expérience d'acteur, comédien amateur, je l'ai un peu mis dans le GEM du Chênay en faisant des petits ateliers théâtre en plus. Voilà, de ce que je fais déjà à l'extérieur du GEM. Donc c'est une expérience qui m'a apporté vraiment confiance en moi et désir d'apporter quelque chose quand même, de ne pas rester inactif. Absolument. Puis alors là, dans J'écris une histoire, c'est parfaitement la manière d'écrire. Enfin, je dirais en tant que comédien. Et... Oui. Non, ça c'est parfait. Alors, je vais me tourner vers Laurie Hoffman, alors, qui fréquente aussi le GEM. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte? On a entendu ce que disait Jean-Michel, effectivement. Alors, ça m'apporte un équilibre social. Ça me permet aussi de me sortir de l'isolement, de la solitude. Et aussi, j'ai fait de très belles rencontres, partagé de très beaux instants de vie. Enfin, on partage vraiment beaucoup de choses. Et c'est vrai on se retrouve tous un petit peu parce qu'on a connu des difficultés dans notre vie, surtout au niveau de la maladie. Et ça nous renforce, en fait. On se sent plus fort et on sent l'entraide et la solidarité entre nous. Très bien, non, ça je comprends tout à fait. Alors, qui est Luc Delapierre? C'est moi. C'est vous, très bien. Alors, vous avez intégré ce qu'on appelle une entreprise d'aide au travail adaptée, c'est ça? Je travaille en ESAT à Rambouillet. Alors, expliquez-nous ce que vous faites. Je travaille à Rambouillet en ESAT, je suis en conditionnement exactement. Je prépare toutes les commandes, on prépare toutes les commandes qu'on nous livre par entreprise. Que ce soit Noedis, que ce soit STI, que ce soit différentes entreprises. On nous dit il faut du travail qu'on doit faire. On redonne à l'entreprise ou au client pour qu'ils puissent mettre dans le magasin exactement. D'accord, donc c'est boulot. Boulot, ouais. Et bon, comme je suis à la résidence Lacline depuis 2011, juillet 2011 exactement. Ce que m'a apporté la maladie psychique par rapport à ce qu'on pouvait, ce qu'on peut en dire. Moi, je suis tombé malade à l'âge de 28 ou 29 ans exactement. Oui. Et j'ai eu des problèmes dans le passé avec certaines personnes que je ne peux pas divulguer ici. Et je suis arrivé dans la résidence au départ. Parce que pour moi, ça m'a permis de pouvoir avoir un lieu sûr. Bien sûr. Ouais. Et de me dire exactement que je fais partie de la résidence depuis 2011. Et autre part, pour la maladie psychique, moi je pense que la maladie psychique a deux phases. La première phase, c'est-à-dire qu'on est on pourrait dire le mot schizophrène ou différentes adaptations de la maladie. Et après, c'est que moi, je suis arrivé par des biais un peu qui n'ont pas été directement liés directement. Voilà, peu importe. Moi, pour moi, la résidence La Colline est un support. Et bien ancré, bien créé pour les personnes qui sont handicapées mentales. D'accord, donc une structure en fait qui vous permet tout simplement de vivre... De vivre à l'intérieur de la résidence, voilà, de vivre à l'intérieur avec des collègues comme Caroline et Nadège qui sont là présentes avec moi. Et différentes personnes qui peuvent intervenir aussi, comme Béa qui est derrière vous, et Sylvie qui est là-bas. Très bien. Très bien. Et donc ça permet de découvrir un lieu, ça permet d'être chez soi. Voilà, être chez soi.
Être chez soi dans d'avoir tous les sens du des terme. Ouais, phases difficiles, bien sûr. comme des phases de natation au départ difficiles qui ne sont pas toujours adaptées, qui n'ont pas toujours connaissance de cause. Et puis après, ça part normalement, ça part en discussion avec tout le monde, quoi. Alors, à chaque fois, il est question de lutter contre l'isolement, d'être dans le partage, de se renforcer les uns les autres. Hein, c'est ce que je déduis de vos propos. Je vais me tourner vers vous, Caroline Anctil. Un joli nom en plus, un nom de gagnant. Donc, on va faire un tour de vélo ensemble. Alors, justement, c'est ce que disait notre interlocuteur. Là, vous vous regardiez, vous avez l'air de bien vous connaître. Oui, donc, on est dans le même foyer. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte, vous? Est-ce que c'est la même chose que pour lui? Est-ce qu'il y a une autre dimension? Il y a celui qui va prendre la photo. C'est Vous êtes bien dans cette résidence? très. Ouais. Je me suis épanoui depuis que je suis au foyer. Et je m'intéresse un petit peu à tout ce qui m'entoure, et à l'art principalement, puis Ah oui? Non, mais je veux dire, donc c'est aussi un lieu d'échange. oui, C'est un lieu où vous apprenez aussi des choses sur vous-même, parce que là, on parle des autres, bien sûr, mais oui, énormément. énormément. Donc, effectivement, c'est la structure qui vous permet de vivre votre vie à vous, sans être isolé de la vie des autres, en fait. Tout à fait. D'accord, c'est ça le principal intérêt. Alors, Nadège, je ne me suis pas trompé, hein. Oui, c'est ça. Je ne sais plus, je vous avais appelé Natacha au début. Bon. Non. Nadège, alors, même chose. Alors moi, c'est un petit peu différent. en prie. Bonjour, je m'appelle Nadège. Alors, je travaillais à l'époque à l'ESAT Cotra en bureautique, mais je suis tombée malade à l'âge de 12 ans parce que, étant petite, j'ai eu des problèmes physiques et j'ai été perturbée sexuellement. Et j'ai commencé à être malade à l'âge de 12 ans quand j'étais à l'école. J'ai eu beaucoup de difficultés, mais je m'accrochais pour avoir mes diplômes. À l'âge de 20 ans, j'étais obligée de commencer à trouver du travail pour entrer dans la vie active. Mais je m'apercevais que ça allait de plus en plus mal, que je me refermais de plus en plus sur moi-même, que j'avais beaucoup de difficultés de relations avec les autres personnes, de communication. Donc, j'étais réorientée vers un ESAT qui était l'ESAT Bastille au départ. Après, je suis allée vers l'ESAT Cotra, donc à Fontenelle-Fleury, et j'ai arrêté de travailler pour des raisons de santé et psychiques et physiques le 1er mai 2014. Ce qui ne m'empêche pas de me battre contre mes deux maladies, parce qu'il faut savoir que je souffre de schizophrénie, de bipolarité et d'autres troubles psychiques, mais je me bats contre la maladie psychique et aussi contre une autre maladie physique qui est quand même assez grave. Mais je me bats tous les jours et je fais des activités, tout comme je pratique l'équitation. Là, je suis en train de réviser le galop 5 à 7, de pratiquer l'équitation. Je fais aussi de l'écriture libre dans un autre foyer qui fait partie de l'œuvre Falleret, et de l'art plastique, notamment les mandalas comme ça. Et je travaille aussi en autodidacte sur mon cursus scolaire. Alors j'ai repris les études toute seule de moi-même, mais à partir de la 3e. Et là, je suis arrivée au niveau bac pro, commerce, économique, social, enfin bon, toutes les spécialités du bac. Et je ne veux pas prendre de cours par correspondance ni avec un professeur, parce qu'avec ma maladie, il faut savoir qu'il faut que j'aille à mon rythme. Mais ça ne m'empêche pas de m'accrocher, d'étudier, et j'aime ça. Et je fais toutes les matières et j'aime étudier. Et j'avoue que le handicap psychique est une maladie qui est très dure à vivre, parce qu'il faut savoir qu'on se sent différent des autres personnes, parce que le mot handicap psychique, ça fait peur.
C'est pas comme une personne handicapée moteur où on aura de la compassion, de la pitié pour elle. Ça fait peur, on ne connaît pas. Et moi, je parle aussi, j'ai voulu parler aussi de la stigmatisation. Il y a des gens qui font un amalgame sous prétexte qu'ils entendent dans les médias quelqu'un qui a commis un meurtre, qui est en état de crise. Mais je tiens à rappeler à tout le monde et à tout le public que je suis stabilisée, que je suis bien mon traitement, que je suis suivie par une super équipe éducative, ma famille qui m'aime et mon psychiatre, et que je me soigne et je suis stabilisée et je ne vais pas commettre de mort ni quoi que ce soit. On en est convaincus. Non, ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement, vous bossez beaucoup, quoi. Oui, Hein, donc il faut vous Donc, trouver... je m'accroche au quotidien. Eh Même oui. si c'est dur, je m'accroche au quotidien. Bien sûr. Et justement, Emmanuel parlait des solutions. Vous-même, vous trouvez en partie vos solutions Oui. pour étudier. Et effectivement, je comprends tout à fait. Et puis cette soif d'apprendre et de réaliser des choses, J'ai toujours aimé, c'est bien, j'ai c'est toujours normal. aimé étudier. Ça, oui. Et j'aurais voulu aller jusqu'à l'université, mais la maladie a fait que j'ai eu les diplômes que j'ai eus, mais c'était trop dur. Donc maintenant, j'apprends à mon rythme et ça se passe beaucoup mieux. Mais il faut savoir, je voulais apporter aussi une chose, c'est que la maladie fait grandir, la maladie fait grandir, fait mûrir. Quand on est malade, comme ça, à l'âge de 12 ans, et ben les autres élèves ils disent, oh, t'as vu, celle-là, elle est différente, elle rigole pas, ou alors elle est coincée et tout. Mais en fait, on grandit plus vite, ça fait mûrir plus vite. Bien sûr. Et on trouve des solutions, on a la trouve preuve. des solutions. Emmanuel. Moi, ce que je voulais juste noter là dans ton parcours, Nadège, c'est dire qu'en fait, tu as réussi à comprendre que le modèle de l'école, en fait, ne te convenait pas. Mais par contre, tu avais bien comme objectif donc, de continuer, d'avoir un bac, Oui. etc. Et tu as inventé toi-même comment le faire. En disant, de toute façon, c'est pas la peine d'avoir un prof, ou, etc., parce qu'ils vont pas à mon rythme. Donc, je vais inventer, moi, mon parcours. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'auto-formation, en fait. Et la maladie, quelque part, la maladie t'a permis de t'auto-former comme tu veux, au rythme que tu veux, et avec qui tu veux aussi. Il y a cette idée-là. Oui, Et parce c'est que je important. fais ça toute seule, et quand je suis trop fatiguée dans la journée, je fais une pause, soit je fais un peu de dessin, soit j'écoute de la musique, j'agis seule. Vraiment, je choisis le rythme qui me convient le mieux. Et ça marche très bien. Certainement, vous avez trouvé le chemin, quoi, c'est ça? Oui. Comment on Mais fait? le problème, c'est que je ne travaille plus pour des raisons de santé. Mhm. Bien sûr. En tout cas, c'est, je veux dire, c'est constant autour de cette table. C'est comment on trouve une solution à partir d'un certain désordre. C'est comment on ordonne pour soi-même et pour les autres, pour communiquer, parce que on vit ensemble, on vit aux communautés, c'est normal. Comment on arrive à trouver son propre cheminement avec ses propres outils. C'est ce que disait aussi Emmanuel. Elle est comment on va dire, non pas une assistance, mais si, technique d'ailleurs, on peut dire ça comme ça, pour que chacun trouve ses propres outils. Et ce qui est nouveau, ce que vous nous apprenez aussi, c'est que finalement, ce qui compte, c'est le résultat. C'est-à-dire que bon, le reste, la façon dont on arrive au résultat, c'est finalement pas le plus intéressant. Alors je vais me tourner vers Pascal Parsard, justement. On a l'impression dans tout ce qu'on entendait qu'il y a deux façons d'apprendre, enfin, et puis il y a peut-être deux poids, deux mesures dans l'apprentissage. Il y a une espèce d'apprentissage normé comme ça. Alors, si on arrive à rentrer dedans, tant mieux, ou ça peut faire des dégâts aussi, hein, parfois. Et puis, il y a l'apprentissage, parce qu'on apprend toujours, hein, qu'on le veuille ou non, c'est le sens de la vie, et avec des handicaps, avec des difficultés de parcours.
avec des souffrances, etc. Alors, comment vous voyez ça, vous qui avez une approche, je trouve, extrêmement originale, on en parlait tout à l'heure, en disant, voilà, l'approche culturelle, le droit à être ou à ne pas être comme ça, c'est terriblement important. Je vous remercie, oui, bonjour. Oui, c'est très important d'encourager l'autre à être lui-même, au-delà de tous les cadres qui l'entourent. Marguerite Yourcenar disait que tous nous serions transformés si nous avions le courage d'être ce que nous sommes, mais pour avoir ce courage, il faut aussi trouver autour de soi des encouragements. Et bien évidemment, dans le secteur qui est le mien, celui de la culture, la normalité, et non pas la normalité, est de mise. En effet, l'objet est d'avoir une expression singulière, mais sur des codes qui nous réunissent. C'est là la grande difficulté. Je crois que la priorité dans tous les échanges que j'ai pu entendre là, c'est l'épanouissement, le bien-être, évidemment. Et tant pis si ça n'est pas sur l'autoroute du commun des mortels, ça n'a pas grande importance. On sait bien que les chemins de traverse sont souvent les plus intéressants et les petites nationales, celles qui apportent le plus. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, les grands magasins se lancent dans la vente des légumes moches, sous-entendu ceux dont on ne voulait pas, et qui aujourd'hui se révèlent être non pas forcément les plus économiques, mais les plus savoureux. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui s'interroger sur notre système normatif, certes rassurant pour ceux qui ont peur d'être différents, mais ô combien contraignant pour ceux qui acceptent et en tout cas qui se sentent différents. Car c'est ça aussi, en réponse à la question qui est posée tout à l'heure, avez-vous déjà été malade? Moi, c'est les autres qui m'ont dit que j'étais malade. Moi, je ne me sentais pas bien. C'est pas la même chose. Et quand je ne me sens pas bien, je vais consulter, je vais voir des professionnels et évidemment, je vais voir des gens qui me respectent. Je respecte leur savoir, mais ils doivent respecter ma souffrance et ma sensibilité. Je crois que c'est à partir de là que nous arriverons à construire des passerelles. Et dans le secteur qui est le mien, la culture, on pourra s'interroger quand même. D'abord, le handicap ne donne pas de talent, mais il n'en empêche pas. Ça me semble important de le rappeler, qu'il ne faut pas s'arrêter à l'apparent impossible, mais chercher le possible. C'est le propre de la culture. Surtout quand on n'a pas d'argent, on cherche toujours des possibilités pour s'exprimer. Et puis je crois qu'il faudra aussi peut-être s'interroger sur une personne qui n'est pas apte, qui est inadaptée, qui est incompétente ou qui n'est pas intéressée. Parce qu'il y a aussi dans les publics dont nous parlons aujourd'hui, parfois, des publics qui sont pris en otage dans quelques ambitions artistiques de quelques professionnels qui, ailleurs, ne trouveraient pas de réponse ni d'existence et qui trouvent là, avec ces publics fragilisés, dépendants, pas toujours cultivés, mais toujours en goût de culture, eh bien, je trouve des possibilités de réussite professionnelle dont je pense qu'il est très important d'intégrer la dimension du choix dans ces publics-là, de leur accorder le choix de ne pas avoir envie de faire comme nous, et que ce n'est pas parce qu'on a décidé que ça serait pour leur bien que ce sera effectivement du bien pour eux à l'arrivée. Voilà, je crois que c'est vraiment important d'avoir la culture de l'autre dans notre système culturel, qui est le 4e pilier du développement durable. Je tiens à le rappeler quand même. Oui, tout à fait. Donc c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous aimez faire, en quoi vous vous réalisez, sachant qu'il n'y a pas de comparaison à faire et que chaque être est unique si on regarde... Les empreintes digitales le confirment, que nous sommes tous uniques. Maintenant, il est évident qu'il faut acquérir des codes communs comportementaux, de relationnels, d'expression. J'allais dire qu'il convient d'apporter aux uns et aux autres la possibilité d'apprendre, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de personnaliser et la possibilité naturellement de devenir, j'allais dire, ce qui fait l'artiste. Mais tout le monde a droit d'accéder à la pratique, à l'expression, avec des professionnels, je tiens à le rappeler. Ça me semble très important de bien rappeler que des personnes dites valides auraient droit à des professeurs qualifiés, diplômés, compétents, voire des artistes. Or, les personnes fragilisées sont souvent confrontées à la bienveillance, à l'empathie, à la générosité. Il n'est pas question de cela. Il est question, justement, au moment où on dit que les intermittents sont en grande difficulté professionnelle, c'est peut-être le moment d'élargir les territoires d'activité et de permettre aux professionnels d'entrer dans les structures, d'apporter leur passion, leur savoir et surtout un regard vierge sur l'autre. Car c'est très difficile de dire à quelqu'un « tu as cassé le vase, tu seras puni » et le lendemain de lui dire « et aujourd'hui on s'amuse, on fait du théâtre ». Non. Oui, oui. Je vous en prie, madame. C'était juste pour rebondir sur
permettre aux professionnels, aux artistes de rentrer dans les structures, mais surtout, enfin, à mon sens, surtout permettre aux personnes qui sont dans les structures d'aller dehors et d'aller écrire dehors, d'aller s'exprimer, d'aller parler. Je suis tout à fait d'accord avec vous, de créer la rencontre et de dans la leur cité, faire en fait. pénétrer la cité, je suis bien d'accord avec vous, mais aussi d'ailleurs, plutôt que de leur faire seulement pratiquer, de leur apporter également le savoir et la connaissance. Car trop, ils l'ont ou ils ne l'ont pas, comme tout à chacun. Il est évident que si on n'est pas guidé vers quelque chose, on n'y va pas spontanément de soi-même. Donc, en tout cas, ce guide doit être professionnel et non pas simplement bienveillant. Une chose, je dirais aussi que la rencontre est importante. Moi, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de rencontres qui ont été vraiment importantes et je pense que ça croire à des gens pas forcément bienveillants sur le moment, qui vont peut-être être à la marge, et puis se rendre compte quelques années plus tard que ça a été une rencontre importante et qui a formé notre parcours après de travail ou de culture aussi, je pense, parce que moi j'étais au théâtre par hasard. Un jour, quelqu'un m'a dit je fais du théâtre, je ne peux pas venir te voir. J'ai dit bah écoute, je vais venir voir ce que tu fais. Et par le biais de cette rencontre-là, j'ai commencé à faire du théâtre et voilà. Donc je pense que les rencontres aussi, voilà, c'est important. Et si je peux me permettre de rebondir sur ce que vous dites et ce à quoi j'adhère pleinement, c'est aussi un objet de rencontre, certes, mais aussi de réconciliation avec les autres, avec soi-même, avec le regard que l'on porte sur soi, avec le regard que les autres portent sur nous. C'est un objet de réconciliation aussi dans les structures familiales ou professionnelles. C'est l'occasion de se rendre compte que l'autre a des possibles, a des espaces de surprenants, inattendus et ô combien valorisants. Voilà, je trouve que c'est un endroit qu'on devrait fréquenter plus souvent. Oui. Il faut se fréquenter soi-même et fréquenter les autres, hein, n'est-ce pas? Et donc pour rebondir, moi aussi, à force de rebondir, on va se faire mal. Hein. Ce que disait Jean-Michel, juste un tout petit témoignage, j'aime pas en parler, mais je trouve que comme on est dans un milieu assez intime où on se dit les choses, autant se les dire vraiment. Moi j'ai souffert de ce qu'on appelle une dyslexie, c'est quelque chose de a priori très léger, mais très ennuyeux pour faire des études supérieures. Et à la fin de la troisième, on m'a fichu en dehors de l'école, en disant, bon, il est un peu crétin, c'est pas de sa faute, etc. J'ai eu la chance d'une rencontre, comme j'étais plutôt costaud, mais je jouais pas beaucoup avec les autres, de rencontrer un pion, donc un surveillant, qui était étudiant en lettres, et qui m'a dit, écoute, tu devrais, ok, t'écris un peu à l'envers et tout, mais en même temps, quand on discute, ça a l'air de fonctionner à peu près normalement, donc tu devrais lire. Et il a orienté mes lectures pendant une année. À la fin de ces lectures, j'ai passé un concours d'entrée en seconde. J'ai réussi, il y avait 3 places sur 100, parce que la sélection était faite sur cette matière-là et pas sur une autre. Et ensuite, j'ai travaillé en étant tout le temps parmi les premiers, et jusqu'au doctorat. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'une difficulté, elle peut être légère, elle peut être lourde, elle n'est pas insurmontable. Et que, ce qui m'intéressait dans ce que disait Nadège, c'est qu'il faut trouver la façon de faire. C'est-à-dire que la façon d'apprendre certaines choses, et même la forme d'intelligence, on parlait de l'autisme ce matin par exemple, moi j'ai passé 4 fois mon permis de conduire. Alors je me suis dit, peut-être que je suis un peu autiste, on m'a dit non, t'es simplement con, oui, parce que tu comprends pas vite. Vous l'avez eu à la fin? Oui, je l'ai eu, mais je veux dire qu'il y a des gens pour qui passer un 3e cycle, en sciences de l'éducation, en philo, etc., est plus facile que de passer un permis de conduire. Et pourquoi? Parce qu'on a des intelligences différentes. Les personnes et des centres d'intérêt. Bien sûr. Oui, et les centres d'intérêt. Enfin... J'aime bien conduire, moi aussi. Hein, mais bon, oui, non, mais je veux dire, moi aussi, j'aime bien avoir une bonne conduite. Mais ça n'empêche pas qu'au demeurant, je suis comme vous, je l'ai passé 5 fois, vous voyez. Enfin, comme vous, je suis même pire que vous. Mais au demeurant, je n'en avais... mieux coordonné. Oui, mais c'est-à-dire que ça m'ennuyait profondément. Ça m'ennuyait profondément. Je n'avais pas conscience que ce serait quand même mieux de savoir le code de la route. Je n'avais pas vraiment intégré le sujet. Et je trouve que pour répondre aussi à votre question tout à l'heure, que j'ai peut-être insatisfaite en termes de questions, il me semble important aussi de voir que dans l'enseignement, il y a 2 axes. Soit on est sur le mimétisme, c'est-à-dire que l'on encourage l'autre à être un simple singe savant. On se moque de savoir s'il a compris. L'essentiel, c'est qu'il reproduise à égalité. Soit on le conduit vers l'autonomie. L'objectif, c'est qu'il comprenne comment on arrive à ce résultat, qu'il se l'approprie, qu'il le personnalise. Et c'est souvent, malheureusement, la première version qui est pratiquée. Je crois qu'on sera tous d'accord autour de cette table pour dire que quand on a éprouvé ou quand on éprouve une souffrance ou une difficulté, hein, quelle qu'elle soit, sur l'échelle de 1 à 10, peu importe, c'est finalement là qu'on peut le mieux communiquer
parce qu'on arrive à comprendre les difficultés des autres. Et que finalement, les excellents profs ou les excellents thérapeutes sont ceux qui ont eux-mêmes rencontré des difficultés, beaucoup plus que quelqu'un qui a fait Normal Sup, qui est sorti premier, et qui... C'est une forme de souffrance aussi, hein, donc de sortir premier Normal Sup. Bon. La perfection apparente, oui. Et qui ne peut pas communiquer parce que cette personne est dans l'impossibilité de comprendre quelle est la difficulté de l'autre. C'est ça aussi. Et puis l'épreuve, le danger amène chacun à se remettre en cause, c'est formidable. Hein. Ouais. Sinon, c'est confortable et c'est engourdissant. Absolument. Et bizarrement, moi, j'ai fait confiance surtout à des amis et très peu aux médecins. Voilà, donc je ne sais pas si c'était une bonne technique, mais je crois que les amis sont importants à un moment donné. Et je disais à mon médecin, vous savez, des fois, je vous dis que des banalités. Il dit, bon, très bien, bon, écoutez, je vais vous donner vos traitements et puis vous reviendrez dans un mois. Et donc, des fois, on a toujours un traitement à prendre, mais on a aussi l'important, c'est de communiquer. Et les amis sont importants. Et pour moi, ça a été important de tout dire, de dire que j'avais eu des problèmes de psychiatrie, j'avais été à l'hôpital, mais à des amis, à des proches. Et pas leur mentir, quoi. Moi, je pense que c'est important. Mais c'est aussi peut-être parce que vos proches vous intègrent dans leur univers et parlent de vous, dans leur réalité, alors que le médecin, ou du moins le professionnel de santé, d'abord, il faudra s'interroger un jour pour le mot patient. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on attend d'être pris en compte, d'être considéré ou juste soigné et d'aller mieux? Mais en tout cas, le professionnel soignant vous considère aussi comme quelqu'un qu'il faut conduire vers un mieux, mais c'est votre état de santé qu'il considère. Peut-être pas forcément vous, rien que vous. Ce qui n'est pas comme vos amis. Oui. Mathieu, donc vous avez ouvert le bal, donc je vous redonne la parole. Okay. Donc ce que vous avez entendu là sur la reconstruction, ça correspond aussi à votre façon de voir les choses ou... Je dirais qu'il y a un petit détail que, voilà, il y a vraiment, vous, je crois que vous avez été un problème avec l'éducation nationale. Je crois que vous aussi, vous avez eu un problème avec l'éducation nationale. Moi aussi, j'ai eu un problème avec l'éducation nationale. Je crois qu'il y a vraiment un problème à l'éducation nationale, quoi. C'est l'éducation nationale qui a un problème avec nous, c'est vrai. Peut-être avec nous aussi, quoi. Enfin, je sais pas, mais bon, il faudrait peut-être qu'ils se remettent un peu en question, ces gens-là, je me dis, parce qu'à partir du moment où on sort des clous, donc on est viré ou écarté, quoi. Donc je me dis que ces gens-là, il faudrait peut-être qu'ils se remettent un peu un jour en question, quoi. Ça, c'est mon opinion, quoi. Et puis pour revenir sur le GEM, je pense que l'isolement, et je partage tout à fait l'avis de Jean-Michel, sortir de l'isolement par l'intermédiaire d'une association telle que je fais partie, Art Convergence à Paris, où les GEM ou les CATTP se rencontrer, voir que voilà, on n'est pas tout seul dans cette grosse galère, quoi. En fait, ça fait du bien, quoi. Et puis aussi, je voudrais dire, il y a quelque chose qui me perturbe, c'est que là, on est tous là, ici, là, maintenant ensemble, mais là, on va reprendre le métro, en fait. On va rentrer dans notre aigreur journalière, parce que moi, je trouve qu'il y a des gens qui vont pas bien au quotidien dans les métros, quoi, hein, quand même, de Paris. Il y a vraiment des gens, je veux dire, moi, des fois, j'ai envie de leur parler, de leur sourire, de leur dire quelque chose, mais en fait, non, en fait, tout est bloqué, tout est fermé, tout est verrouillé, quoi. Et ça m'inquiète profondément parce que les gens vont mal, quoi, en fait. Ils ont tout ce qu'ils veulent, mais ils vont mal. Ils vont plus mal que moi, qui ai rien, en fait, qui ai des problèmes de santé, et ils vont vraiment mal, je trouve, quoi. Les gens qui ont tout ce qu'ils veulent et qui sont pas heureux, quoi, finalement, quoi. Peut-être que les gens qui sont pas heureux, comme vous dites, et qui vont mal, sont des gens qui ne savent pas où est leur centre. C'est-à-dire qu'ils n'existent pas, c'est ce que vous disiez. Il n'existe que collectivement, c'est-à-dire que c'est bien la communication, etc., mais la communication, elle n'est véritable que pour autant qu'on sache qui on est et ce qu'on a à partager. Je crois que c'est quand même fondamental, et peut-être que, justement, beaucoup de gens sont... vous savez, c'est Montaigne qui disait... Parce qu'il passe bien. Ouais, Montaigne disait « je préfère me construire plutôt que me meubler ». Et beaucoup de gens se meublent, simplement, et quand on a fait le trop-plein, il faut virer les meubles, ça n'a aucun intérêt. Et beaucoup sont en préfabriqué quand même. Et beaucoup sont en préfabriqué quand certains sont des constructions originales. Oui, absolument. Ça passe moins bien. Il y en a très très peu, effectivement. Voilà, écoutez, je crois qu'on s'est raconté beaucoup de choses. Est-ce que vous souhaitez intervenir en posant des questions
je vous en prie. Alors, parlez fort parce que c'est un peu difficile. Alors, est-ce que la maladie peut être soignée avec des neuroleptiques? Oui. Je confirme, oui. Je confirme. Oui. Ce que je voulais dire surtout, s'il vous plaît, c'est qu'avant l'hospitalisation, il faut découvrir la maladie. Ensuite, il faut la reconnaître et l'accepter. Et surtout, il faut vivre et gérer et conjuguer sa vie avec la maladie. C'est vraiment important de pouvoir avoir un avant et un après cette maladie parce que c'est ce qui nous fait avancer les choses finalement. Il faut vivre avec et pas contre, quoi. C'est ça. Voilà, il faut vivre avec et pas contre en fait. Oui, je vous en prie. Comment? Ah oui, alors il faut... Regardez, là, on est plutôt entouré. Hein. Enfin, il n'y a personne au milieu, mais... Oui, tout à fait, absolument. Non, c'est évident que quand on est tout seul et qu'on finit par entendre des voix, c'est pas très bon signe. Il y a des personnages historiques qui s'en sont pas sortis, donc c'est mieux quand même de communiquer, effectivement. C'est vrai que l'entourage est très important. Oui. L'entourage, le fait de partager, les lieux de vie aussi, où au lieu de s'isoler, de rentrer dans sa petite boîte, au contraire, il y a une ouverture. Mais on peut être dans un groupe et être isolé. Hein. Oui, bien sûr. Il y a la preuve en est, la société est un groupe et elle est capable d'isoler. Oui, tout à fait, absolument. Mais moi, je voudrais apporter quelque chose, c'est que quand j'étais chez mes parents, j'étais isolée, je me refermais sur moi-même. Et depuis que je suis arrivée au même foyer que Luc et Caroline, j'ai réappris à communiquer avec mes parents, avec ma famille, à m'ouvrir vers les gens. Et j'ai appris aussi, grâce aux thérapeutes, aux psychiatres, ainsi qu'à l'équipe éducative, à mettre des mots sur la souffrance. Parce qu'en fait, quand on souffre de schizophrénie ou quand on entend des voix, moi, j'ai un inconvénient, c'est que je ne m'exprime pas par la colère, mais je renferme tout sur moi-même, un peu comme une cocotte minute qui emmagasine tout. Et à un moment donné, ça explose. Et pour éviter l'explosion, il faut évacuer, il faut apprendre à mettre des mots. Alors c'est sûr, il y a des larmes, il y a des grosses crises de larmes, il y a des pleurs, tout ça. Mais ça fait énormément de bien. Et je remercie beaucoup toute l'équipe de mon foyer ainsi que ma famille qui apprennent à communiquer tous les jours, à mettre des mots sur ce que je ressens et tout. Et pour la cocotte minute, ça consiste à lâcher la vapeur. Hein, voilà, c'est ça. Au fur et à mesure. Oui. C'est important. Oui, puis je crois qu'il y a aussi, moi c'est une chose qui m'habite au quotidien, c'est la notion du doute, de l'absence de certitude et d'avoir des convictions et donc d'être toujours en gourmandise, de remise en cause face à l'autre dans son langage. Le propre de la communication, c'est de trouver les mots qui nous accordent et de trouver les objets qui nous réunissent. Je pense que c'est très important que toute personne qui est confrontée à l'autre dans son altérité doit intégrer cela au quotidien. De ne pas forcément considérer que c'est l'autre qui n'est pas capable, mais peut-être de s'interroger sur notre capacité à nous occuper de l'autre. D'autres questions, interventions? Encore vous êtes un cumulard. Mais... Alors, déjà, monsieur, et après, on vous redonnera la parole. Je vous en prie. Alors, attendez, je vais vous prêter mon micro parce qu'on ne vous entend pas. Bon, je m'excuse de vous ranger. Je vous remercie déjà de m'accueillir parmi vous. Je remercie toutes les équipes. Et je vais essayer d'apporter de ce que j'ai en expérience. Bon, alors voilà. Bon, alors disons, de ma famille, je suis fils unique. Et bon, grâce à Dieu, j'ai pu réussir toutes mes études jusqu'au brevet, niveau anglais, simple comptabilité, opérateur. Mais, oui, alors après, j'ai fait un stage de TUC au musée de l'armée, mais j'avais jamais eu de problème de maladie. Mais c'était. Alors, quand ça a commencé à avoir. Parce que, bon, disons, bon, comme je n'avais pas de frère, pas de soeur, j'ai des amis. Les études, ça a été grâce à Dieu. J'ai établi des contacts avec toutes les communautés. Ça veut dire être bien avec les autres et ce que je partage, je donne mon pouvoir aux autres. Alors, moi, maman, bon, comment s'est passée mon histoire? Je ne pensais pas du tout être à la psychiatrie, surtout à Maison Blanche. Bon, alors mon copain, il ne m'a pas dit où j'allais. Et bon, on m'a dit où est un maniaque ou bipolaire. Parce que moi, en vérité, le problème que j'ai, c'est que j'ai un très haut débit. Je parle très vite, mais je suis terre à terre et j'ai plein de connaissances, aussi bien dans le niveau spirituel, matériel, dont j'ai fait toutes les expériences. Grâce à Dieu, j'ai pu avoir une fille.
Ma mère est morte 2006, mon père 2009, donc je me suis retrouvée toute seule. Alors après, bon, alors j'ai un ami de confiance, c'est un ami personnel de la communauté juive. Grâce à lui, il m'a amené au CNPP pour aller Maison Blanche. Arrivé dedans, je ne savais pas c'était quoi. Donc elle me dit comment ça marche. Grâce à Dieu, alors je remercie surtout ceux qui m'ont accueilli de Maison Blanche, le docteur Akari, il m'a donné ce qu'il faut en premier, je le remercie, bon, c'est pas, il est plus là-bas. Après, il y avait je remercie aussi le docteur Yimbo, il est parti aussi. Troisième du CNP qui m'a énormément aidé pour me remettre, pas ni haut ni bas, mais juste, docteur Lustig, professeur Maquet, et ceux qui m'ont aidé au CNP. Alors après, je remercie, bon, de là, après, il a fallu que je sorte de là, et je remercie Amélie. Grâce à Amélie du CNP, il m'a fait les papiers pour que je puisse rentrer à la masse. Non, pour moi, je remercie déjà qu'on m'a accueilli, et on voit qu'on peut vivre toutes les religions ensemble. Merci pour votre témoignage. Et en fait, tout à l'heure, on parlait de médecins. On voit que les médecins ont quand même leur utilité. Hein. Il faut arrêter de montrer les psychiatres du doigt, etc. Ils sont utiles, ils sont aussi des techniciens. La seule chose dans les tables rondes d'hier et d'aujourd'hui, c'est montrer que, moi j'avais dit en faisant un peu de provocation que la souffrance psychique était trop importante pour la laisser au seul psychiatre. Et en fait, voilà, il y a tout l'entourage. Il y a les amis, il y a l'intérêt, il y a la force de vouloir faire les choses, il y a tout ça. Il y a bien évidemment ceux qui adaptent les méthodes pour qu'on puisse aller au bout de ce qu'on a vraiment envie de faire. Et donc tout ça, c'est un travail de groupe. Oui, Emmanuel, vous voulez dire quelque chose ? Et surtout, ça, en fait, la question principale, pour moi, c'est qui décide. C'est moi qui décide d'où je veux aller, comment je veux y aller, avec qui je veux y aller. Et l'environnement doit permettre ça. C'est ça la décision, c'est chacun qui l'a. Voilà. Alors une autre question. Alors oui, le cumulard. Oui. Oui, bien sûr. Non, mais c'est compliqué. Mais non, mais la souffrance s'allège en tout cas. Moi, je suis pas thérapeute. Vous voulez dire quelque chose ? La force de vouloir faire les choses en effet. Mais s'entourager, c'est aussi très important. Bien sûr. Comment ? Parce qu'on y arrive mieux quand on est entouragé que quand on essaye dans son coin. Bien sûr. Alors, on a vu que... Mais tout ça est très transversal, en fait. Oui, tout à fait, absolument. Mais comme la vie, hein, je veux dire que bon... C'est pour ça qu'il n'y a pas de spécificité. Il y a simplement un comportement vis-à-vis de l'autre à acquérir très vite. Et ne pas regarder l'autre comme étant un étranger, mais une autre version de nous-mêmes. Là, on va sortir un peu du truc, mais puisqu'on fait un petit peu de philo aussi, un petit peu de tout ce qu'on veut, il y a une très belle phrase dans la Bhagavad Gita qui dit, donc c'est Krishna, vous savez, qui est avec Aruna, donc il y a la guerre et il y a Dieu, entre guillemets, qui fait un commentaire sur la vie des hommes, etc. Et lorsque le conducteur est effrayé par ce qui se passe, Krishna lui dit, n'oublie pas que quel que soit ton chemin, c'est aussi mon chemin, car je suis cela aussi. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous permet de voir que tout est multiple, que finalement le regard que l'on a n'est pas forcément le bon, qu'il faut accepter le regard des autres, écouter et puis échanger parce que voilà, c'est la meilleure des choses. D'autres, je ne vais pas vous redonner la question parce que la parole, parce que vous allez la prendre jusqu'à la fin de la journée. Donc oui, pardon, je vous en prie, monsieur. Chacun son tour. Bonjour, je m'appelle Robert Jacques, ça ne veut rien dire. Parce que, comment ça s'appelle, je suis malade, j'ai un foyer, mais ça ne sert à rien. Parce qu'on n'est pas, comment ça s'appelle, quelqu'un qui est dans un foyer, on est plus qu'humain, on est dans l'univers, c'est ça ce qu'on est en vrai, ce que je pense. Et il ne peut rien nous arriver de spécial, de triste ou de joyeux, tout ça. Parce que, comment ça s'appelle, on converge tous vers un même destin, celui d'appartenir à l'univers. Tout le temps, et en permanence, c'est ce qu'on est. Tout change. Par exemple, les chaises, les tables, tout ça, c'est nous. Ils sont humains aussi, ils sont de l'univers.
Et comment ça s'appelle, ça c'est immuable, ça. Voilà ce que je voulais dire. Effectivement, tout est vivant, c'est ça ce que vous dites, et on vous en remercie. Encore une fois, quel que soit le chemin, c'est le chemin. Ben voilà, je crois qu'on peut, on peut applaudir tout le monde, ça sera bien. Et on se retrouve à 14h pour la suite des réjouissances. Ça sera citoyenneté et inclusion sociale. Voilà, à tout à l'heure, merci.